Des cascades effrontées aux actes d'insolence stupéfiants, que se passe-t-il lorsque les couloirs sacrés du tribunal ne sont pas respectés? Préparez-vous à un voyage mouvementé dans le monde du chaos judiciaire, où le défi et l'irrespect ne connaissent pas de limites avec ces accusés. Au tribunal de district du comté de Jefferson, ce qui aurait été une audience normale de justification d'une cause probable pour Cody Jones, 26 ans, s'est transformé en une salle d'audience virale lorsque Cody Jones a fait ceci. « I don't say you were fired ». C'est ça. You're going back. Prenez place dans la salle d'audience pour découvrir cette affaire et comment les couloirs de la justice sont devenus le théâtre de l'un des actes de défi les plus choquants. Cody Jones comparaissait pour tentative de meurtre après que la police métropolitaine de Louisville eût été appelée, en juillet 2022, à se rendre dans une résidence du sud du comté de Jefferson pour signaler une agression à l'arme blanche. La raison d'un tel acte de brutalité? Une couverture volée. La victime a toutefois réussi à s'échapper et a été transportée d'urgence à l'hôpital pour des blessures graves, mais non mortelles, au cou et au dos. Nous avons pris des photos de la scène. Nous avons collecté 3 couteaux. Et nous avons aussi récupéré la chemise qu'il portait. Le jour de son audience, la salle d'audience est tendue. Jones, dont la caution s'élève à 250 000 $, est sur le point de savoir si son affaire sera jugée. Représenté par l'avocat Cameron McCoig, la procédure a pris un tournant lorsque l'officier Adam Metzler a été appelé à la barre et a raconté les détails effrayants de l'attaque. La victime a-t-elle fait des déclarations sur la tentative de meurtre? Il a déclaré qu'il dormait sur le canapé. Le suspect l'a réveillé. Disant qu'il avait sa couverture, il a sorti un couteau et a tenté de le poignarder. Et le suspect a commencé à le poignarder à plusieurs reprises. Alors qu'il a dit qu'il allait le tuer, McCoig, en tant qu'avocat de la défense, a commencé son contre-interrogatoire. C'est alors que le comportement de Jones est passé de la passivité à l'agitation. Il chuchote à McCoig, visiblement contrarié par les questions posées à l'officier. Et où était la blessure? Est-ce que c'est... Tant de conneries. Putain! Eh bien, posez cette foutue question, putain d'avocat. Tu dois poser la question que je viens de te poser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous demande? Il a pris la preuve d'un batteur de femmes couvert de sang. Quelle preuve avez-vous recueillie auprès de... Non, au siège. La tension est montée d'un cran lorsque McCoig a plaidé en faveur d'une réduction de la caution de Jones. Ce à quoi, étrangement, Jones lui-même semblait s'opposer. Quart de moulin. Un quart de moulin, c'est bien. Un quart de moulin, c'est bien, je ne veux pas discuter. Laissez votre avocat argumenter. Je vous paie. Ne me dites pas ce que je dois faire. Non, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je n'ai pas besoin de cette merde. Vous êtes viré. 100 000, 10% HRP en cas d'affichage. Allez vous faire foutre. Je ne veux pas que ma merde soit affichée à 100 000 sans tenir à un quart de moulin. Alors que McCoig tend la main à Jones, peut-être pour le calmer, la colère de ce dernier atteint son paroxysme. Je vais te donner un coup de tête. Don't fucking tell me what to do. J'ai dit que tu étais viré. C'est ça. Donnez-moi mes papiers. You're going back. Dans un accès de violence soudaine, Jones a donné un coup de tête à son propre avocat, ce qui a poussé les adjoints à entrer en action, à maîtriser Jones et à le mettre au sol. Remarquablement, McCoig n'a pas été blessé, mais l'incident a eu de lourdes conséquences. Jones, qui faisait déjà l'objet de graves accusations, devait maintenant faire face à une accusation supplémentaire d'agression au 3e degré pour son comportement dans la salle d'audience. Si vous pensiez que c'était sauvage, attendez de rencontrer Deobra Redden, qui était sur le point de devenir l'incarnation de l'irrespect en salle d'audience. Rendons-nous au tribunal de district du comté de Clark, où Deobra Redden se tenait devant un juge de Las Vegas, en attente d'une condamnation pour un délit antérieur. Mais alors que le marteau était prêt à sceller son destin, Redden a commis un acte si choquant qu'il a eu des répercussions dans les couloirs de la justice à l'échelle nationale. Avant que le monde ne connaisse Deobra Redden comme l'homme qui choquerait une salle d'audience, il était un trentenaire avec un passé difficile qui l'a amené au tribunal pour une condamnation. Le parcours de Redden a commencé par une accusation de tentative de coups et blessures, un délit grave qui a préparé le terrain pour sa comparution devant le tribunal de district du comté de Clark à Las Vegas. Redden risquait de passer beaucoup de temps derrière les barreaux. Au vu de mes antécédents criminels, j'ai l'impression que je ne devrais pas être envoyé en prison. Pour la 2e fois, la juge Mary Kay Holthus, chargée de rendre la justice, était prête à prononcer la sentence qui déterminerait l'avenir immédiat de Redden. Elle a déclaré qu'elle ne croyait pas aux remords affichés par Redden. Personne ne se doutait que les événements sur le point de se dérouler transformeraient une condamnation ordinaire en une scène qui capterait l'attention de la nation. Je pense qu'il est temps qu'il goûte à autre chose. Parce que je ne peux pas faire face à cette histoire, conformément aux lois de l'État de... Mais lorsque le juge Holthus a commencé à parler, l'atmosphère d'ordre a été brisée en un instant. Dans une éruption soudaine de violence que personne n'aurait pu anticiper, Redden s'est jeté sur le banc des juges avec une férocité qui a stupéfié les spectateurs. « Hey, wow,
Waouh! Le greffier de Holtus et un maréchal de la cour ont sauté dans la mêlée, leur corps se déplaçant en tandem pour protéger le juge et maîtriser Redden. La lutte est intense. L'agressivité débridée de Redden se heurtant à la force déterminée des agents de sécurité de la salle d'audience. L'attaque de Deobra Redden contre la juge Mary Kay Holtus est passée d'une condamnation pour tentative de coup et blessure à une agression contre un juge, ce qui a valu à Deobra Redden une série de nouvelles et graves accusations. La plus importante d'entre elles est l'accusation de tentative de meurtre. Redden ne s'était pas contenté de sauter sur le juge Holtus. Il s'était également engagé dans une lutte physique au cours de laquelle il avait agrippé le juge, lui avait tiré les cheveux et avait tenté de l'étouffer. Et ce suspect fait maintenant face une tentative de meurtre. Il est surprenant de constater que le juge Holtus est le même que celui qui a condamné Redden à 4 ans de prison pour tentative de coups et blessures, une semaine seulement après l'agression. Il sera jugé pour tentative de meurtre le 29 avril 2024. Notre prochaine affaire concerne Melissa Hardwick, qui était sur le point de prouver que les filles le faisaient mieux lorsqu'elle a attaqué un juge aux affaires familiales. Melissa Hardwick, mêlée à une affaire de violence domestique qui avait déjà mis à rude épreuve la patience du tribunal, était sur le point de se catapulter dans l'infamie. Alors qu'elle et son mari, dont elle est séparée, se tiennent devant le juge. Ce qui se passe ensuite va non seulement perturber la procédure, mais aussi laisser pantois les professionnels du droit les plus expérimentés. Avant même que le marteau ne retentisse dans la salle d'audience silencieuse de la juge Jennifer Edwards, l'air était déjà chargé de tension. Il s'agit d'une plainte pour violence domestique déposée par John Anderson, le mari de Melissa Hardwick, qui cherche à obtenir la protection du tribunal. Cependant, Melissa Hardwick, en colère, n'a cessé de l'interrompre pendant son témoignage. Elle a commencé « Notre vie personnelle ne vous regarde pas ». Hardwick, incapable de contenir sa fureur grandissante, commence à interrompre la procédure. Il s'agit d'un affront flagrant à l'autorité du tribunal, et le juge Edwards l'avertit à plusieurs reprises, mais elle ne l'entend pas de cette oreille. « Madame Hardwick, vous serez condamnée pour outrage au tribunal, si vous continuez à nous interrompre. » Le juge Edwards n'a eu d'autre choix que de porter plainte pour outrage. Hardwick a été condamné à 10 jours derrière les barreaux, une peine destinée à souligner la gravité de sa défiance. « Je n'ai rien fait à ce tribunal. Je ne lui ai rien fait. Ok, être arrêté pour outrage à magistrat. Vous allez purger une peine de 10 jours pour outrage au tribunal. » Mais la sentence a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres de l'indignation de Madame Hardwick. Dans un acte d'irrespect effronté, elle s'est jetée sur le banc, ses actions étant une manifestation physique de son mépris. La salle d'audience a sombré dans le chaos, les agents de sécurité s'efforçant de la maîtriser. « Debout! Lâchez-moi !» Les mains dans le dos. La poussière est retombée dans la salle d'audience, mais les ondes de choc de l'explosion de Melissa Hardwick commençaient à peine à se faire sentir. « Vous râlez, vous attendez et vous verrez. Va te faire foutre! Tu seras triste quand ça arrivera, Jennifer. » Dans le sillage du chaos, des charges supplémentaires ont été rapidement retenues contre Hardwick. Elle est désormais accusée de menaces terroristes au 3e degré, d'intimidation d'un participant à la procédure judiciaire et de résistance à l'arrestation. La caution a été fixée à la somme stupéfiante de 25 000 $, ce qui témoigne de la gravité de son comportement. Un nouveau juge devrait être désigné pour la représenter parce qu'elle sera inculpée au pénal pour les menaces proférées en audience publique aujourd'hui. Elle a également été condamnée à 120 jours de prison pour outrage au tribunal, ce qui rappelle brutalement les conséquences d'un tel manque de respect. Mais le jugement du tribunal ne s'est pas arrêté là. Reconnaissant la nécessité d'une réhabilitation, Madame Hardwick a également été condamnée à 5 ans de mise à l'épreuve, assortie d'une évaluation obligatoire de la santé mentale et de cours de gestion de la colère. Avec des éclats de voix qui résonnaient à travers les murs de la salle d'audience et des actions qui semblaient se moquer de l'essence même du système judiciaire, Brice Rhodes était sur le point de rejoindre la liste des accusés les plus irrespectueux à s'être jamais présentés devant un juge. Dans l'histoire du théâtre judiciaire, rares sont ceux qui ont fait preuve d'un manque de respect aussi flagrant que Brice Rhodes. Ton travail est de faire ton travail, pas de t'inquiéter pour moi. C'est ce que je dis. Bien. Je m'inquiète pour moi, tu t'inquiètes pour toi qui te tue. Accusé des meurtres de sang-froid de 2 frères adolescents et d'un homme de 40 ans, le comportement de Rhodes au cours de son procès est aussi choquant que les crimes eux-mêmes. Avant que le monde ne connaisse Brice Rhodes en tant qu'accusé dans une poignante affaire de triple homicide, il était une figure de la scène rap de Louisville, un artiste amateur qui rêvait d'accéder à la célébrité. Parmi ses admirateurs se trouvaient 2 adolescents impressionnables, Larry Ordway et Maurice Rhys Gordon, qui prenaient Rhodes pour modèle. Ils étaient loin de se douter que cela mènerait à une fin tragique. Les photos de la scène du crime montrent
où se trouvent les corps. Des frères adolescents, Larry Ordway et Maurice Gordon, ont été retrouvés dans un terrain vague près de River Park Drive en mai. Ils ont été poignardés des dizaines de fois et leurs corps ont été brûlés. La vie des frères a été interrompue en mai 2016 et la séquence d'événements qui a conduit à leur mort a commencé par un autre meurtre commis par Bryce Rhodes, celui de Christopher Jones, un homme de 40 ans. Les adolescents ont été témoins du meurtre et, pour cette raison, ont également été assassinés. La salle d'audience était la scène et le comportement de Bryce Rhodes était une démonstration éhontée de mépris pour le système judiciaire. Vous baissez les mains. Ma'am, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir très vite. Son absence de remords et la fierté qu'il semble tirer de son défi ont choqué la communauté au plus haut point. Vous avez beaucoup en jeu dans cette affaire. Ce n'est pas un crime de sourire, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que vous commettiez un crime. Ok, continuez ce que vous disiez. Continuez ce que vous disiez. J'ai le droit de sourire. Après une série d'audiences tumultueuses marquées par le comportement méprisant de Rhodes, le jury a rendu sa décision. Coupable de tous les chefs d'accusation, le verdict est une conclusion solennelle à une affaire qui a captivé et horrifié le public. Le juge le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et donc, la Cour suivra la recommandation. Le jury a décidé, conformément à la loi, d'imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Les peines pour tous les chefs d'accusation dont il a été reconnu coupable seront purgées simultanément, ce qui garantit que Rhodes passera le reste de ses jours derrière les barreaux. En tentant d'écraser des employés de la prison avec sa voiture ou en crachant au visage d'un juge, l'accusé suivant a clairement montré que son manque de respect ne connaissait pas de limite. Imaginez que vous entrez dans une salle d'audience, un lieu où le décorum et le respect de la loi sont tenus en haute estime. Maintenant, imaginez un homme dont les actions pourraient faire basculer ce symbole de justice. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Bass Webb, un nom devenu synonyme d'anarchie dans les salles d'audience. Tout a commencé en 2009, lorsque Bass Webb a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre. Il avait tenté d'écraser un agent de probation et un shérif adjoint devant la prison du comté de Bourbon. La gravité de ces accusations l'a conduit devant la juge Vanessa Dixon, où le décor a été planté pour un drame judiciaire sans précédent. Je n'entends pas un mot de ce que vous dites. Oui, that'd be a yes. Oui, il n'est pas question que j'instruise cette affaire ou poursuivre la procédure si nécessaire, vous voir une seconde de plus. Mais lorsque le marteau a retenti et que la procédure a commencé, la salle d'audience n'était pas préparée au spectacle choquant qui allait se dérouler. Webb a craché directement sur le juge. Cet acte ignoble de cracher n'a pas seulement souillé le caractère sacré de la salle d'audience, il a également fait de Webb un homme dont le mépris pour la loi était aussi dangereux que ses actes criminels. L'inculpé. Par un retournement de situation, Webb a plaidé coupable pour le meurtre de ses 2 ex-petites amies. Il a été condamné à 50 ans de prison pour le premier meurtre et à la perpétuité pour le second. Notre prochain accusé a non seulement choqué le monde par ses crimes, mais aussi par son audacieux défi à la bienséance judiciaire. Je serai au paradis pendant que vous pourrirez en enfer. Aileen Wuornos a gravé son nom dans l'infamie lorsqu'elle a été reconnue comme la première femme tueuse en série d'Amérique. Pourtant, c'est entre les murs solennels de la salle d'audience que Wuornos a gravé son nom dans l'infamie en devenant l'une des accusées les plus irrespectueuses jamais jugées. La vie d'Aileen a commencé par un chagrin d'amour qui allait créer un précédent pour son avenir tumultueux. Abandonnée par sa mère adolescente, avant même qu'elle ne puisse former des souvenirs, Aileen a été confiée à ses grands-parents. Peu de temps après, Aileen s'est retrouvée dans la rue où elle a commencé à vivre une vie de crime, assassinant 7 hommes de sang-froid. Il s'agissait de chemins de terre comme celui-ci, que 7 hommes ont rencontré la folie d'une femme en colère. Aileen Wuornos les a assassinés, volés, et ils sont rentrés chez eux dans leur voiture. Ces victimes, les hommes qui l'ont ramassée, ne vivront pas assez longtemps pour raconter leur rencontre avec Wuornos. 7 hommes ont trouvé la mort aux mains d'une femme qui prétendait être la véritable victime, en se défendant contre leurs avances sexuelles. En 1991, Aileen Wuornos est finalement arrêtée et, tout au long du procès, son comportement devient de plus en plus erratique. « Je serai au paradis pendant que vous pourrirez en enfer », le juge, indifférent à sa prestation, prononce la peine de mort. KI numéro 91304. Je vous condamne à mort pour le meurtre de Charles Humphreys. KA numéro 91112. Je vous condamne à mort pour le meurtre de David Spears.
C'est à ce moment-là qu'Aileen a montré ses véritables intentions, lançant des coups de fouet et des injures à tout le monde dans la salle d'audience. Que vos femmes et vos enfants se fassent violer en plein dans le cul. Ok, I'll appoint the Public Defendant Office to gérer l'appel, et c'est l'une des choses que je veux dire. Ce que je pense qu'il faut dire. Je sais que j'ai été violé, tu n'es rien, but a bunch of stumps. Mettre à mort quelqu'un qui a été violé. Va te faire foutre, putain. Notre prochain accusé est celui qui est à l'origine des meurtres effrayants de Riverview. Cependant, le procès qui a suivi lui a valu d'être considéré comme l'un des accusés les plus irrespectueux à avoir jamais comparu devant un tribunal. Et si vous pensez que je suis là pour m'amuser avec vous, je ne le suis pas. Il est pratiquement impossible de parler des accusés les plus irrespectueux qui aient jamais comparu devant un tribunal sans mentionner Ronnie O'Neill III. Son nom est devenu synonyme de l'une des affaires les plus choquantes et les plus horribles qui se soient jamais déroulées à Riverview, en Floride. O'Neill, qui assurait sa propre défense, s'est déchaîné et a lancé des tirades contre le système judiciaire, faisant preuve d'un niveau d'insolence sans précédent. Le 18 mars 2018, une série d'événements allait bientôt plonger la nation dans l'horreur et l'incrédulité. En cette nuit fatidique, Ronnie O'Neill III, un homme de 29 ans, allait commettre des actes si ignobles qu'il défiait l'entendement. À 23 heures, heure avancée de l'Est, le bureau du shérif du comté de Hillsborough a reçu un appel bizarre au 911 d'une femme en pleurs avec une voix masculine en arrière-plan. Quelques minutes plus tard, à 23h51, un autre appel au 911 a été passé. Il s'agit de Ronnie O'Neill III, qui affirme avoir été attaqué par des démons blancs et accuse Kenyatta, qu'il appelle Kiki, d'avoir tenté de lui ôter la vie. Dans une confession choquante, il déclare « Je viens de la tuer » et donne l'adresse de leur domicile. « Je viens d'être attaqué par un putain de démon blanc. Kiki, son nom est Kiki, et elle a essayé de me tuer. » Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à un spectacle d'horreur pure. Kenyatta Baron gisait sans vie dans la cour. Il avait attaqué les enfants. Les enquêteurs seront choqués par la raison de ce carnage. De nouvelles preuves montrent qu'il pourrait, il y a eu des tensions à cause de ses efforts, convertir la famille à l'islam. Sa fille de 9 ans, Ron Niveya O'Neill, avait été impitoyablement tuée à coups de hachette. Son fils de 8 ans, Ronnie O'Neill IV, a été poignardé à plusieurs reprises, mais, par miracle, a survécu. Le jeune garçon a réussi à s'échapper de la maison en flammes, à laquelle O'Neill avait mis le feu dans un dernier acte de destruction, et a déclaré aux autorités « Mon père a tiré sur ma mère ». Je crois qu'il a dit « Mon père a tué ma mère » ou « Mon père a tué ma mère ». Le comportement de Ronnie O'Neill III dans la salle d'audience allait bientôt devenir le point central de l'affaire, car ses actions pendant la procédure étaient aussi choquantes que les crimes qu'il avait commis. Le monde entier a vu Ronnie O'Neill III choisir de se représenter lui-même, une décision qui allait donner lieu à l'une des manifestations les plus bizarres et les plus irrespectueuses dans un tribunal. Les preuves vont montrer. Mon fils ne m'a pas vu battre sauvagement sa mère à mort. Dès le début, le comportement d'O'Neill a été erratique et conflictuel. Il élevait la voix, criant souvent à plein poumon pour tenter d'affirmer son récit. Les preuves vont montrer que j'ai l'air seul, mais je suis soutenu par un Dieu tout-puissant. Sa déclaration d'ouverture a été un spectacle de fureur et de défi, puisqu'il a proclamé avec véhémence son innocence et accusé les autorités d'avoir fabriqué des preuves contre lui. Que toute cette affaire a été falsifiée et fabriquée. Et si vous pensez que je suis là pour m'amuser avec vous, bon sang, I'm not. Le moment le plus éprouvant a été celui où O'Neill a contre-interrogé son propre fils, Ronnie O'Neill IV, le seul survivant de son déchaînement de violence. La salle d'audience a retenu son souffle lorsque le garçon a confirmé que son père l'avait bel et bien poignardé, une déclaration qui a provoqué une onde de choc dans toute la salle. Est-ce que je t'ai fait du mal le soir de l'incident? Oui, je l'ai fait. Et comment t'ai-je fait du mal? Tu m'as poignardé. Il a finalement été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré pour la mort de Kenyatta Baron et de sa fille Ron Niveya O'Neill, d'un chef d'accusation de tentative de meurtre au 1er degré pour l'agression de son fils, de 2 chefs d'accusation de maltraitance aggravée d'enfants, d'un chef d'accusation d'incendie criminel et d'un chef d'accusation de résistance à un agent des forces de l'ordre. Je ne suis pas désolé pour quelque chose que je n'ai pas fait.
et je ne regrette pas les choses que j'ai faites. Le 23 juillet 2021, la juge Michelle Cisco a prononcé la sentence. O'Neill a été condamné à 3 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 90 ans. Si le cas de Ronnie O'Neill fait froid dans le dos, notre dernier accusé a transformé un moment de jugement en un spectacle épouvantable. Vous venez de me donner 40 ans. Eh bien, devinez quoi? Ricky Hand, originaire de Springfield, dans l'Ohio, s'est présenté devant le tribunal en tant que criminel condamné pour une série de vols à main armée. Mais lorsque le juge lui a infligé une peine de 40 ans de prison, Hand n'a pas réagi par le remords ou l'acceptation. Au lieu de cela, il a commis l'un des actes les plus effrontés et les plus dégoûtants jamais vus dans une salle d'audience. Ricky Hand était connu des services de police locaux comme un criminel prolifique, son casier judiciaire témoignant d'une vie dévoyée. Il était également lié à une trentaine de vols à main armée avant d'être appréhendé. Ricky Hand a plaidé coupable et a été condamné à 40 ans de prison. Dans les instants qui ont suivi, Ricky Hand a commis un acte si choquant, si irrespectueux, qu'il a laissé tout le monde sous le choc. Vous venez de me donner 40 ans, monsieur? Oui, vous venez de me donner 40 ans. Eh bien, devinez quoi? De l'intérieur de son uniforme de prison, Hand a sorti des bouteilles remplies d'une substance que personne n'aurait pu anticiper, ses propres excréments et son urine. D'un mouvement rapide et délibéré, Hand a lancé le contenu des bouteilles à travers la salle d'audience. La salle d'audience est plongée dans le chaos. Ils se sont précipités sur Hand et se sont efforcés de le maîtriser. Mais il a continué à résister, ses actions contrastant fortement avec la solennité qui caractérise généralement un tribunal. 40 putains d'années. On ne peut pas jouer au chef puis à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Les répercussions des actions de Hand ont été immédiates. De nouvelles accusations ont été portées contre lui, notamment pour harcèlement avec substance corporelle, obstruction à l'exercice de fonctions officielles et représailles. Nous avons été témoins de l'impensable dans des salles d'audience. Chacun d'entre eux sert d'avertissement sur les conséquences d'un manque de respect à l'égard du tribunal. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour en voir d'autres du même genre et je vous attends.